Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on parle détermination et désir d'être mère à tout prix, malgré un handicap. Et en deuxième partie, on vous dit tout sur la guignolée à venir à Terrebonne. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Vous le savez, c'est un immense plaisir de vous parler. À l'âge de 16 ans, Solène Démétré a perdu l'usage de ses jambes et une partie du fonctionnement de ses bras et mains. La réalisatrice Annie Leclerc, étant pleinement inspirée par son histoire, elle a voulu montrer que tout était possible dans le documentaire « Les eaux calmes ». On va vous le présenter un peu plus tard. Pour l'instant, accueillons en studio, on a une invitée surprise. Je vous présente Léonie, fille de Solène Démétré, Léonie qu'on voit dans le reportage tout le long, et la réalisatrice Annie Leclerc. Mesdames, comment allez-vous? Hey, ça va bien, merci de l'invitation. Hey, non, merci d'être ici. Puis, est-ce qu'on se fait plaisir? On va se faire plaisir, puis on va écouter la bande-annonce du documentaire « Les eaux calmes ». Ah, je le fun. Ça va être cool. Ouais. Ça, c'est des numéros 2, c'est gros un peu. Ça, c'est beau. Les eaux calmes. Les eaux calmes, c'est un documentaire d'une quarantaine de minutes. Il va falloir que vous m'expliquiez, parce que ça ne s'est pas produit juste sur une année. On va commencer avec Solène. Tout d'abord, pour les gens, dis-nous ce qui s'est passé à 16 ans. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident de plongeon. Donc, je me suis cassé la 5e cervicale. Ce qui a sectionné ma moelle épinière, ça m'est rendu tétraplégique. Donc, depuis l'âge de 15 ans, en fait, en 98, j'ai eu un accident. Et depuis ce temps-là, je vis ma vie en fauteuil. Ça fait 26 ans maintenant. Tu es évidemment, je n'aime pas dire vedette, mais c'est ça qui est ça. De ce documentaire-là, on voit une grande portion de ta vie et celle de ta famille. Il y a Léonie avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est formulé, ce documentaire-là? Bien, on s'est rencontrés, moi et Solène, en 2010. J'étais réalisatrice à l'époque sur une série à Canal Vie qui s'appelle « Quand passe la cigogne ». Et Solène, donc, je l'ai rencontrée en entrevue avec son mari Stéphane. C'était pas son mari à l'époque. Ouais. Les enfants n'étaient pas là encore. Oui, on voit ça dans le documentaire. Et puis, voilà, elle est enceinte de Léonie à ce moment-là. Et j'ai fait l'émission et tout. Puis, ça m'a vraiment chamboulée de les rencontrer. J'étais comme magnétisée par sa volonté d'avoir un enfant dans sa condition. Je me sentais, à la limite, je me rappelle très, très bien le lendemain de notre rencontre, je me sentais, mon Dieu, pratiquement plus paralysée dans ma tête que dans la sienne.
Donc, ouais, ça m'a marqué. J'ai eu envie de la suivre par la suite pour vraiment voir comment qu'elle allait se débrouiller. C'est certain que je ne cacherai pas que j'avais quand même des petites inquiétudes. Je me dis, comment elle va se débrouiller? Voilà, je me dis, il y a des défis qui s'en viennent, là, puis je suis maman, moi aussi, donc... Parce voilà. que c'était clair, j'ai dit au début, mère à part entière. C'est ce que tu souhaitais et c'est ce que tu as fait. C'est ce que je souhaitais, je pense, même avant même de penser remarcher peut-être un jour. C'était la question toujours à savoir, est-ce que moi, je vais pouvoir être maman malgré ma condition? Parce que moi, être maman, c'est ce que je voulais devenir depuis toute petite. J'avais l'ambition d'être une maman, je rêvais d'être une maman. Et quand un accident comme ça survient, je pense que plusieurs personnes dans ma situation pourraient exactement dire la même chose. Comment on va pouvoir survivre à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment on peut vivre nos rêves malgré une condition qui est quand même assez difficile et limitée? Alors moi, j'ai posé la question à mes médecins. C'est sûr que j'ai posé la question, est-ce qu'une femme comme moi peut avoir des enfants? Moi, je pensais biologiquement, tu sais, comment ça fonctionne? Est-ce que vu que je suis paralysée, tout ne fonctionne plus, dans le fond? Et la réponse, elle m'a été donnée de façon assez... percutante pour moi, ça a été, bien, il faudrait d'abord que tu trouves quelqu'un qui veuille de toi. Donc, quand on m'a dit ça, je me suis dit, Oh, wow, OK. OK. C'est gentil. Bien, tu sais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si personne ne veut de moi? Bon, je suis sortie de l'hôpital, je me suis fait un copain, je me suis dit, la vie est belle, ça va bien. C'est pas mon mari, là. J'ai eu d'autres amoureux avant lui, mais je me suis dit que la vie n'était pas terminée. J'ai rencontré d'autres parents en fauteuil roulant, mais jamais une quad comme moi. Moi, je suis tétraplégique, quadriplégique. C'est une coche au-dessus de paraplégique. Donc, c'est pas la même chose au niveau facilitant de la vie quotidienne. Il y a des choses que je suis beaucoup plus limitée. Donc, voilà. Je serais tenté de dire si peu, limité, parce moi, que... dans ma tête, tout se peut, là, c'est sûr. À un certain moment dans le documentaire, tu dis... J'ai rencontré Stéphane et je savais que c'était pour être le père de mes enfants. Ah oui. Il n'y a jamais eu aucune incertitude, c'était l'homme de ta vie. Quand j'ai rencontré Stéphane, je savais que j'allais faire un bout de chemin avec lui parce que c'était vraiment une bonne personne et c'est ce que je recherchais dans ma vie. Je recherchais le père de mes enfants, je recherchais la complicité, je recherchais l'amour et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Peut-être que lui pourrait dire un peu des mots semblables parce qu'on en a parlé souvent. Mais avant de tomber enceinte de Léonie, je n'avais pas parlé d'enfant avec lui. OK. On n'avait pas discuté parce que c'est tombé tellement rapidement. Je suis tombée enceinte de Léonie par pur bonheur, hasard. Donc, c'est vraiment un événement heureux pour nous. On se l'est dit. Je savais que j'étais enceinte quand je suis tombée enceinte parce que j'étais super émotive. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement. OK. Et, bon, j'ai vu une annonce à la télévision d'un petit canard, là, qui était plein de pétrole. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis là, mon mari, il a fait... C'était un signe. Je pense que je vais chercher un test de grossesse, tu sais. Et effectivement, j'étais enceinte de Léonie. Donc, pour nous, c'était une très belle nouvelle. Est-ce que il n'y a jamais eu de moment où tu t'es dit « Ouf, attends une minute, là, attends une minute. » Jamais tu as foncé. Vous avez foncé toujours. Je me suis demandé comment on allait faire, mais ça a pris peut-être un mois. J'ai annoncé sur Facebook que j'étais enceinte. Un ami m'a parlé de la clinique Parents Plus à Montréal. Appelle-les, ils vont te fournir une basinette adaptée, une veste pour que tu puisses prendre ton enfant par terre. Donc, grâce à cette clinique-là, je me suis dit, j'ai pas d'inquiétude du tout. Là. Let's go. Ben, let's go. Mais quand je suis arrivée là-bas, ils ont fait, oh, t'es la première quad à qui on prête des équipements, donc comment tu vas te débrouiller? On le sait pas. Mais je pense que mon mari et moi, on s'est fait confiance mutuellement. Et il a pris le congé parental. Donc, on était les deux ensemble. Moi, je faisais ce que je pouvais. Lui faisait le reste. Puis, on a fait une belle équipe. J'aimerais revenir là-dessus, mais je serais tenté de te demander, et toi, quand tu as eu connaissance ou tu as réalisé, là, en voyant les autres parents, en voyant ta mère, qu'est-ce que ça te disait? Comment tu as vu ça, avoir ta mère en chaise roulante? Comment tu as vu ça? Puis, est-ce que ça a déjà limité quoi que ce soit? Bien, c'est sûr que je l'ai vu assez jeune.
je vais dire, 7 ans. Tu as réalisé un peu, là, OK, là. Oui. Parce qu'on te voit beaucoup dans le documentaire, agrippé après la chaise en te faisant, j'avoue. Tu sembles tellement regarder autre chose. Est-ce que c'est ce que tu ressentais en toi? Tu dis, écoute, c'est ta mère. Point. Ben, c'est sûr que je sentais que c'était ma mère parce que j'ai tout le temps vécu avec elle puis son handicap. Je l'ai jamais connue avant son handicap. Et je l'ai pas mal pris. C'est quand j'ai réalisé qu'elle était pas comme les autres. Je l'ai pas mal pris. J'ai trouvé ça normal. Mais est-ce que c'est vrai? Des fois, ça arrive quelquefois que tu t'inquiètes pour ta mère. Oh oui. Oui, il n'y a pas une petite affaire, là, une place où tu étais vraiment inquiet, là, un épisode à Mont-Tremblant? Oui. 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 On voulait monter une côte à Mont-Tremblant pour aller faire de la marche. Et les pentes, c'était vraiment à pic. Puis j'avais tout le temps Puis peur. c'était compliqué. Ouais, j'avais vraiment peur qu'elle tombe ou que mon père y tombe. Ça, cette histoire-là, là, jamais vous vous êtes empêché. J'ai remarqué dans le film, t'es à la pêche. Il y a tellement de belles paroles là-dedans. Là. T'es à la pêche, tu remercies tout le monde, tu remercies ton mari, ton chum, Stéphane que je connais quand même bien. Puis lui, il dit, arrête, c'est toi qui nous amènes là. As-tu l'impression d'énergiser la famille en faisant toutes sortes d'affaires qui seraient peut-être contre-indiquées pour une quad ordinaire, mettons? Oui. Oui, il y en a qui appellent ça germaine, là, mais moi, j'appelle ça une leader. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est souvent moi qui ai les idées qui proposent. Après ça, je freine. Là, je me dis, oh non, je veux pas imposer ça à personne. Je veux pas que mon mari se sente obligé de me porter partout. Mais au final, c'est lui qui dit, non, non, moi, je veux le faire, tu veux le faire, on est game, on embarque, on y va, puis on fonce, puis on le fait. Fait que, mais c'est toujours moi qui initie. Mais après ça, je recule, puis c'est lui qui fait, non, let's go, on y va. Donc, je pense qu'on fait un beau compliment ensemble, justement, de foncer. T'sais. Parlons un peu du documentaire. J'ai trouvé, et je vous en ai un peu parlé au début, ça commence par un paradoxe, la construction d'une piscine creusée chez Solène. Comment tu as trouvé cette idée-là? Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que c'était... Comment... C'est moi qui disais à Solène, ça te prendrait une piscine pour le tournage. Fais-toi creuser Non. une piscine. En fait, quand Solène m'a appris que ils étaient finalement rendus là, que la piscine serait une bonne idée dans la famille, j'ai fait, oh là là, ça faisait... Il y a quelque chose là. La 10e année là, que je les suivais. Je me suis dit, OK, c'est vraiment beau, ça. Il y a vraiment une boucle qui se boucle. Il y avait aussi, dans cette même année-là, le fameux voyage de pêche. La première fois que la famille retourne pêcher ensemble en 23 ans. Donc, ça aussi, c'était très, très beau. Je trouvais que vraiment, avec ça, j'avais la boucle de mon film. J'avais ce qui l'enrobait au présent pour présenter tout ce qu'on avait filmé à travers le temps. Donc, c'est comme ça que... Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises dans le film. C'est normal. Donc, à chaque fois qu'il se passait... Bien, une bonne dizaine d'années. Ça court 10 ans, mais je veux dire, on ne voit pas chaque année plusieurs choses dans chaque année. C'est vraiment... On survole sur 10 années. C'est une histoire construite à partir de ce que nous, on a vécu pendant 10 ans. Tu sais, des fois, Annie, elle me dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe là, ces temps-ci avec toi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, pour bâtir l'histoire et tout ça? Puis à chaque fois, on se racontait un peu ce qui se passait dans nos vies. Il y a des choses qu'on a, tu sais, qu'Annie a choisi de ne pas prendre, d'autres choses qu'elle a choisi de prendre. Puis je pense que le filon avec lequel, justement, l'eau englobe toute l'histoire, parce que mon accident, ça fait partie de l'eau. Ensuite, la naissance de mes enfants, tu sais, l'enfant grandit dans l'eau, dans notre ventre. Donc, toute l'espèce de filon conducteur de l'eau suit l'histoire au complet. Et je ne dévoilerai pas des petits punchs là, qui se passent dans le film, là, mais je pense que Les eaux calmes, le titre, est tout à fait approprié par rapport à tout ce que l'histoire peut raconter. J'ai été aussi impressionné par certaines autres phrases. Permettez-moi-en une. Et on parlera de la vie du documentaire. C'est
Jamais tu voudrais revenir en arrière, parce que si tu revenais en arrière, tu ne serais pas la femme que tu es. Absolument. Ça s'est mijoté longtemps ou tu étais convaincu, c'est comme ça que je vais vivre ma vie après l'accident? Ça, c'est une force incroyable. Mais je pense que j'ai toujours eu l'espèce de sentiment fondamental d'être profondément heureuse dans ma vie, quoi qu'il arrive. Et les épreuves font de nous la personne qu'on est. Et je pense que ce que j'ai vécu fait la femme que je suis, la maman que je suis, l'amie, l'amoureuse, tout ça. Et je pense qu'on s'est bâti une belle vie. Qu'est-ce que tu en penses? T'es-tu heureuse, toi? Est-ce que tu es heureuse? Oui. Oui. Elle a l'air, en tout cas. J'espère. J'espère. Moi, tout ce que je fais, c'est ça. La vie de ce documentaire-là, on a vu là, pendant le petit bout, la petite séquence, on a vu les Perséides. Oui. Puis on a vu... C'est quoi ça? En fait, oui, le film a été présenté en première mondiale, si on peut dire, l'été dernier au Perséide, à Percé, en Gaspésie. Et ensuite de ça, au mois d'octobre, on est parti, moi et Solène et Stéphane, en France pour le présenter au Festival du film social. Vraiment un très, très beau festival, très engagé. On a présenté 5 belles projections. Il y en avait dans 28 villes, je pense. Oui, en tout, je pense qu'il y avait 24 projections en tout à travers le pays. Donc, magnifique. On ne peut pas être plus heureux de cette distribution-là du film. Chaque projection... Et que voulait dire les lauriers, Ouais. est-ce qu'il y a des prix? Oui. Bien, au festival, on a gagné le prix du jury de la ville d'Aubervilliers, qui est comme un des partenaires du festival, oui, effectivement. Et il a été aussi présenté là, récemment, début novembre, à Moscou, en Russie. Et on a gagné le prix de la photographie. Donc, voilà, donc ça va super bien. Puis ici, quand va-t-on pouvoir le voir? Bien, bientôt, parce qu'il va y avoir une projection très spéciale, intime, pour les participants du film, l'équipe et tout. Mais le public est invité au cinéma Triomphe à La Chenaie, le 8 décembre à 12h30. Donc, c'est vraiment une projection en tout début d'après-midi. Et puis, voilà. Donc... Y a-t-il quelque chose à rajouter par la suite? Il va y avoir une ciné-conférence? Oui, bien, en fait, pour le cinéma, juste pour préciser... Le 8 décembre? Le 8 décembre. Vous allez y être? On va y être. Oui. Et pour les billets, bien, il faut aller sur la page du distributeur, qui est Maison 4/3. Alors, il faut aller voir l'événement Facebook en lien avec ça, ou simplement sur le cinéma, le site du cinéma. Le cinéma Triomphe. Tous les liens vont être sur notre site. Donc, une belle vie, on va espérer quoi? Peut-être à la télé ou quelque chose comme ça? Absolument. Parce que c'est un beau message que vous avez offert. Tout est possible. Puis, comme j'ai dit tantôt, vous êtes pas beaucoup limité. Non, non, puis on ne va pas se limiter. On va continuer à accompagner le film à travers le Québec. En fait, on a l'envie, avec notre distributeur, de se promener à travers le Québec pour des ciné-rencontres à partir de l'hiver 2025. Là. Ça reste à planifier, tout ça. Là. Et la télévision, bien sûr. On va l'espérer. Oui, bien, ça va se faire. Mesdames, Léonie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu as une belle famille, Solène. Tu as une belle famille. Merci. Nous, on se voit après la pause et on parle guignolé. De retour avec vous. Le temps des fêtes approche, ce qui veut dire qu'on se rassemble en famille. Mais le temps des fêtes, c'est aussi l'occasion d'être généreux lors de la guignolée qui vient. Et je peux vous dire que les banques alimentaires en ont vraiment besoin. En studio pour nous en parler, Marie-Ève Plante, directrice de Galilée. Bonjour. Comment vas-tu, Marie-Ève? Je vais très bien. On se connaît, on peut se tutoyer. Oui, parfait. Merci. Alors, la guignolée s'en vient. On va parler de certaines dates tantôt, mais on le répète, ce n'est pas strictement réservé aux gens qui sont sans abri. La clientèle s'élargit de plus en plus. Qu'est-ce que tu constates?
En fait, on constate plein de choses. La clientèle vient de divers milieux. Souvent, on pense, un milieu beaucoup plus pauvre, mais plus du tout. C'est plus du tout le cas. Il y a des Donc, travailleurs, travailleuses. Il y a des travailleurs, travailleuses, des personnes qui ont des maisons, une hypothèque et tout ça, donc avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, etc. Les prêts, bien, c'est beaucoup plus cher, donc beaucoup plus de difficultés à arriver. Plus de pression. Plus de pression au niveau des sous, c'est sûr. Puis la seule dépense qu'une personne peut compresser, c'est l'alimentation. On ne peut pas compresser l'hypothèque, on ne peut pas compresser Hydro ou à peu près pas. Tu sais. Donc, c'est D'où pour votre ça, mission. Oui, tout à fait. Si tu veux la rappeler rapidement, Galilée. Donc, on offre du soutien alimentaire aux personnes dans le besoin. Une personne dans le besoin, comme je l'expliquais, peut être très vaste, le mot besoin. Ouais. Donc, on aide les personnes dans le besoin avec aussi, en faisant des paniers alimentaires, en faisant des urgences alimentaires, mais aussi avec des cuisines collectives. On a un frigo sympathique. C'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté. C'est vraiment chouette, ça. Aussi, on donne des recettes. On a des jardins, on a plein de choses aussi pour que les personnes puissent se nourrir convenablement. On en a un peu parlé avant l'émission. Il y a une statistique qui a vraiment changé pour les gens qui vont vous voir. C'est quoi cette statistique? En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens restaient sur l'aide alimentaire plus longtemps. Avant, il y avait moins temporaire. C'est ça. Avant, il y avait comme un roulement de personnes. Oui, il y a toujours beaucoup de personnes qui arrivent dans notre ressource. Mais là, les gens restent beaucoup plus longtemps parce que, oui, si, mettons, ils arrivent, ils n'ont pas d'emploi, ils se sont trouvés un emploi, mais l'emploi n'est pas assez, je dirais pas payante, mais c'est ça, exactement. De récupérer, mais payer aussi. Et payer aussi, là. Parce que les loyers, le logement. c'est épouvantable comment ça a augmenté à Terrebonne. Là. Moi, ça fait 9 ans. Je suis à la direction de l'organisme, puis j'ai vu vraiment une très, très grosse augmentation des loyers. Donc, c'est sûr que avec un loyer à 1 500, 1 600 pour un 3,5, 4,5, c'est difficile après, là. Et pour presque tout le monde. Oui. Quelle est la situation chez Galilée? Quels sont vos besoins actuellement? On va avoir les dates tantôt. Oui. Il va y avoir une guignolée qui va vous aider, je vous le souhaite. C'est quoi la situation actuelle et quels sont les besoins? Qu'est-ce que vous prévoyez comme besoin? En fait, juste pour la période des fêtes, parce qu'on ne parle pas de l'année au complet, là, parce que les personnes, c'est ça, on fait à l'année, mais juste pour la période des fêtes, on prévoit faire 300 paniers de Noël. Et puis, je dis 300, on va peut-être déborder, mais... donc oui, évidemment, les besoins. Je me répète à chaque année, je le sais, je pose les mêmes questions. J'aimerais ça ne pas dire ça. J'aimerais ça arriver et dire, hey, on ferme boutique parce que plus personne n'a faim, mais on peut pas. Parce que je l'ai un peu dit, oui, c'est le temps d'être généreux, mais en fait, la faim n'a pas de temps. Non, n'a pas de temps. C'est à l'année. Oui. Et je présume que oui, la guignolée. Tout de suite après, on en parle. Là. Oui, la guignolée, ça va vous aider, mais l'été, c'est pas rose. Là. Non, l'été, c'est pas rose. La rentrée scolaire, ça coûte rose, excessivement cher aux familles. On pense peu à ça. Les lunchs recommencent et tout ça. Donc, c'est des grosses périodes aussi, là. OK. Les dates maintenant. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai une date ici. Tu me parles de l'événement 5 décembre, la guignolée des médias. C'est ça. Donc, la guignolée des médias avec les moissons. Nous, on va chercher chaque semaine de la nourriture chez Moisson Laurentide. Et puis, pour notre part, on va être au IGA Famille Proulx sur Des-Seigneurs. Galilée, vous allez être IGA Proulx sur Des-Seigneurs. Pour cette journée-là. OK. Donc, et là, ça va être, vous allez ramasser argent... argent, denrées. On recueille ça pour Moisson. OK. De toute façon, nous, oui, comme ça on va y va, revenir, c'est ça. je comprends. Et puis, le 7 décembre, oui, c'est la grande guignolée de Terrebonne. Effectivement, qui se passe partout dans tous les secteurs de Terrebonne. Donc, pas juste... Nous, on représente Terrebonne-Centre. Donc, mais ça se passe autant partout. La Plaine, la Chenay, Ouest. Effectivement. Donc, les gens, pour voir qu'est-ce qui se passe... dans leur secteur de ville. Ils peuvent aller sur le site de la ville de Terrebonne, c'est bien expliqué. Et vous, le 7, vous allez faire quoi? Du porte-à-porte. Du porte-à-porte? Oui, donc on a besoin de 400 bénévoles cette journée-là.
Oh, C'est ça, pas, c'est c'est pas une beaucoup. petite Je sais que vous organisation. vous débrouillez chaque année, mais il faut demander souvent. Oui, quand même. Des On a bénévoles faire du porte-à-porte. Oui, c'est ça. On a des ententes avec les écoles, donc, mettons, Armand Corbeil, qui a un les programme. élèves du PEI. Oui. Mais c'est sûr qu'on a besoin de plus de marcheurs parce qu'on a plus d'une centaine de routes à faire. Quand je dis route, c'est un secteur bien déterminé que les gens doivent cogner aux portes. Donc, les gens vont cogner aux portes à partir de 10 heures le matin. OK. Et puis, ils vont avoir une canne puis, pour recueillir des dons L'argent. en ligne. C'est ça, de l'argent. Sonnant Et aussi, ils ou- peuvent faire des dons en ligne. Il y a un code QR. Ah, OK. C'est ça. Ça, c'est bien. Pas tout le monde qui a de l'argent sonnant non Des plus. denrées. Des denrées. Toutes les denrées non périssables sont acceptées. Là. Et pas la grande question, mais on l'a dit un peu, là, faudrait presque y penser à l'année. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu constates dans les périodes que nous, on pense plus creuses, comme l'été? Qu'est-ce que tu constates en Bien, stock, en inventaire? En fait, bien, notre inventaire baisse. Déjà, à partir du mois de, je dirais, mai-juin, là, il n'y a plus grand-chose. Donc, on doit acheter beaucoup aussi. OK. Oui, on va chercher de la nourriture chez nos partenaires à chaque jour, mais ça L'argent amassé sert à un acheter peu à des ça. fruits et des légumes frais aussi, OK. et des produits laitiers, bon, etc., pour donner un panier alimentaire sain et complet. Et Parce qu'on ne complet. veut pas juste donner de la cochonnerie. Là. Fait que pour nous, c'est super méga important. C'est important. Oui. C'est important. Et c'est souvent à des familles. Oui, des familles. Bien, en fait, 50 de notre clientèle, c'est des personnes seules. OK. Et comme on le disait, l'éventail, elle est maintenant complète. Oui, tout à fait. Donc, les travailleurs, etc. On va inviter les gens. Le 5 décembre, c'est la guignolée des médias. Le 7 décembre, c'est la grande guignolée de Terrebonne. C'est le temps d'être généreux en argent, en denrées périssables toute l'année et qu'on ait une grande pensée pour ces gens-là qui n'ont pas demandé ça. Non, effectivement. Merci beaucoup, Merci, Marie-Ève. Gilles, C'est c'est toujours un gentil. plaisir à chaque année. Lâchez pas votre bon travail. Parfait. Nous, ben, on se donne rendez-vous dans une semaine. En attendant, je dis merci aux gens sur le plateau. Je dis merci aux gens en régie et à la recherche. On est une belle équipe de bénévoles, puis on se voit dans 7 jours.